Bonjour à tous. On va attendre un petit peu, mais on va quand même commencer déjà à se présenter. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour ce troisième webinaire Natessis, qui est consacré, hein, comme vous le savez, comme vous vous êtes inscrits, vous êtes très nombreux à vous être inscrits, près de 150 participants, donc nous sommes très très contents. C'est un nombre croissant depuis le premier webinaire de décembre, où nous étions quand même déjà aussi une cinquantaine, mais donc là, 130, c'est formidable et ça va continuer à augmenter, nous n'en doutons pas, avec la qualité de nos intervenants, puis l'intérêt de vos questions. Vous êtes en public, en plus, nous avons beaucoup de plaisir à avoir un public aussi averti. À chaque fois, vos questions sont très, très, très intéressantes et rebondissent bien sur ce que nous a dit auparavant Françoise. Bonjour Françoise. Bonsoir Mathilde, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les participants qui sont là. Nous ne vous présentons plus Françoise, mais si quand même, Françoise Barrios, psychologue, psychothérapeute et praticienne en médecine ayurvédique, qui va donc partager avec nous ses conseils. Donc, comme d'habitude, enfin pour ceux qui ont déjà suivi les deux premiers, nous allons converser, Françoise et moi, pendant une demi-heure, et ensuite nous répondrons à vos questions que vous pouvez commencer à poser dès maintenant, hein, dès le début de l'échange, et on nous les fait remonter et voilà, du coup, on y répondra de façon chronologique, ou bien parfois quand deux ou trois questions ont le même thème, on les regroupe. Voilà, le webinaire d'aujourd'hui, la théorie des 5 éléments et des 3 doshas, les bases de l'Ayurveda. Nous avons évoqué ces notions, enfin Françoise surtout a évoqué ces notions, Françoise Barrios a évoqué ces notions lors de nos 2 webinaires précédents, mais sans entrer dans le détail. Et alors il est important de maîtriser ces notions lorsque l'on s'intéresse à l'Ayurveda, bien sûr. Et c'est pourquoi, donc au vu de vos questions très averties lors des 2 précédents rendez-vous, nous avons trouvé intéressant d'y consacrer un webinaire entier. Donc Françoise, comme vous le savez, alors on continue à avoir un petit problème technique. Donc on attend encore un petit peu, à savoir si on commence ou pas, le webinaire, ou si on avec éventuellement ceux qui ne peuvent ceux et puis, éventuellement on fera annonce pour, le replay, parce qu'on sait aussi, ça c'est, quelque chose un retour très positif, et nous vous remercions. Beaucoup, donc vous êtes de plus en plus nombreux à être inscrits, et vous êtes de plus en plus nombreux également à regarder ce webinaire en replay. Donc nous vous en remercions, et n'hésitez pas à nous donner des idées pour les prochains webinaires, que nous ne cessions de solliciter, enfin de susciter, pardon, votre intérêt, et de pouvoir trouver des thématiques qui vous intéressent et qui vous recoupent de façon. Il me semble qu'il y a un auditeur qui a levé la main. Mathilde, j'ai pu passer un Oui, message. c'est Verne, Verne à conférencier, bonjour. Mais donc bonjour, alors Verne, c'est un petit peu. Ah, Ah, voilà. Ah voilà, d'accord, donc Virginie Saltel. Ah d'accord, donc on continue, voilà. Excusez-nous, hein, ça n'est jamais arrivé, comme on le disait au début, ça n'est jamais arrivé, enfin, on en est qu'au troisième, mais ça a toujours été très fluide, et là, on a eu un petit problème technique et on continue, parce que vous êtes déjà une vingtaine, sur Zoom. Donc normalement, on est 150 inscrits, mais ça va sûrement se décanter, et puis de toute façon, ce qui vous intéresse surtout, c'est aussi les questions à la fin. On y va. Françoise qui partage sa vie entre l'Europe et l'Inde. En France, Françoise, vous vivez dans l'Inde, pas très loin de Lyon, et vous avez un cabinet à Genève, de l'autre côté de la frontière en Suisse, où justement vous vous trouvez en ce moment, enfin pas à Genève mais en Suisse, comme on peut le deviner au vu du décor,
qui est une ambiance chalet. Vous êtes à la montagne à Villars-sur-Olon, dans les Préalpes vaudoises, C'est ça. avec, je crois, c'est ça, hein, ouais, Mhm. avec une vue en balcon sur le lac Léman. J'y suis allée il y a longtemps. Ça, enfin, je suis allée dans une station voisine. Et alors, il se trouve que moi aussi, Mathilde Giard, journaliste, je suis à la montagne, mais pas sur les mêmes cimes. Je suis dans les Alpes du Sud, au Puy Saint-Vincent. Donc voilà pourquoi il y a une ambiance un peu chalet, montagne pour cette édition de février. On pensait tous qu'on serait confinés. On ne l'est pas, donc on est allé prendre l'air où on pouvait et ça fait beaucoup de bien. Françoise, normalement, à cette période de l'année, vous êtes encore plus loin, de l'autre côté des montagnes, des mers, car vous avez pour terre de prédilection le Kerala, en Inde du Sud, un État qui se positionne comme le berceau de l'Ayurveda. C'est là que vous avez créé un centre de soins ayurvédiques et de yoga. Donc, généralement, vous vous y trouvez de septembre à mars, et là, voilà. Bah, crise sanitaire oblige, vous êtes en Europe et nous avons la chance de pouvoir échanger avec vous. Voilà, moi je suis journaliste, mon nom est Mathilde Giard, et nous animons donc ce webinaire Nathésis, qui est donc une marque française de compléments alimentaires naturels basée à Mérignac dans la région de Bordeaux, des compléments alimentaires naturels à base de micro-algues, de plantes et d'actifs naturels, qui a été créé il y a déjà 20 ans. Nous voilà à la fin de l'hiver, les jours commencent à rallonger, mais il fait quand même encore bien froid. Le couvre-feu, à partir de 18 heures, invite à prendre soin de soi dans une ambiance cocooning. Le programme d'aujourd'hui est donc consacré aux 5 éléments, points fondamentaux de l'Ayurveda, selon laquelle toute chose de l'univers se compose de 5 grands éléments. Je vous les dis, mais je vous les mentionne, mais c'est Françoise ensuite qui va rentrer davantage dans le détail. Donc l'éther, l'espace, le vide en sanskrit. Françoise nous donnera peut-être aussi les mots en sanskrit. L'air, le feu, la terre et l'eau. Donc Françoise, pouvez-vous nous parler plus en détail de ces 5 éléments présents dans des proportions plus ou moins importantes chez chaque individu et de façon différente selon les saisons? À Oui, vous. je vois que Mathilde a déjà bien, bien compris l'essentiel. Alors oui, en effet, ce soir, on va parler des 5 éléments selon l'Ayurveda qui sont vraiment le concept, je dirais, le plus important, le pilier de toute la médecine ayurvédique. Ce sont ces fameux 5 éléments. Je crois qu'ils vont apparaître. Je crois qu'ils apparaissent en principe. D'ailleurs, je suis désolée Mathilde, j'ai fait une petite erreur quand je te les ai dictés. En fait, l'eau arrive avant la terre si on veut aller dans l'air, mais ce n'est pas très important. Voilà, donc c'est moi qui ai fait une erreur en les donnant dans cet ordre-là. Alors, donc, l'Ayurveda, effectivement, considère que chaque chose, chaque être, mais chaque chose aussi dans la création de l'univers, tout ce qui existe en fait dans cet univers, est composé de 5 éléments. Donc l'éther ou l'espace ou le vide. Alors, je sais pas, j'ai plein de choses qui défilent devant moi, mais je vais me concentrer sur ce que je dis. Voilà. L'espace, l'éther, qui se dit Akash en sanskrit. Et puis ensuite, on a l'air qui se dit Vayu en sanskrit. On a ensuite Agni, ou d'autres fois on entendra le terme de Tejas aussi, qui est le feu. Et puis, on a l'eau, Jala, et on a la terre, Prithvi. Donc, voilà les 5 éléments selon l'Ayurveda. Voilà, Et effectivement, le problème technique continuer. Et voilà, nous avons les 5 éléments je sais indiqués pas, pardon, en partage d'écran. voilà, moi, je ne les vois pas, mais je pense que les autres les voient, c'est l'essentiel. Voilà. Oui. OK. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on ne peut pas exister, qu'on soit une fleur, un être humain, un animal, une chaise, une table, enfin n'importe quoi, on ne peut pas exister si on n'a pas les 5 éléments qui sont réunis. La création ne peut pas se faire en fait. Donc on est formé, puisque parlons des humains ce soir peut-être plutôt, mais on pourrait parler aussi des plantes et des animaux. On est vraiment formé de ces 5 éléments, mais après on va en parler plus en détail avec les doshas. On les a pas tous dans les mêmes quantités. Voilà, c'est ça. Petite introduction. Impeccable. Et Voilà. donc, vous me précisiez aussi, c'est que c'est une médecine très individuelle où l'on tient en compte des éléments de chacun, par exemple, si vous avez une patiente qui vient vous voir et qui est plutôt air, qui a des problèmes de foie, vous ne la soignerez pas, enfin, vous ne lui prodiguerez pas les mêmes conseils que pour un patient qui, lui, est plutôt terre.
Bah, en fait, voilà, c'est ça, c'est que sachant que la proportion d'éléments nous est donnée à la conception, en fait, autant de personnes connectées ce soir, par exemple, autant de constitutions et d'assemblage d'éléments différents. Donc, la médecine ayurvédique est vraiment essentiellement individuelle et spécifique. On ne traitera effectivement pas deux personnes de la même façon. Et oui, je prenais cet exemple. On est vraiment à l'opposé de la médecine allopathique, c'est que par exemple, prenons l'exemple d'un patient malade du foie, eh bien un patient malade du foie chez un patient dominant de feu ou un patient malade de la même maladie du foie s'il est dominant d'air, on n'aura pas en réalité la même pathologie et surtout on n'aura pas le même traitement. Donc on va vraiment jusqu'à cette spécificité. La même pathologie pourra donner des traitements parfois très très différents selon la personne. D'accord, et quand on parle de l'Ayurveda, on parle de l'Inde, on pense effectivement bah, à l'Inde, mais il y a des éléments qu'on retrouve aussi, mais de façon différente dans la médecine chinoise, avec d'autres... Oui, alors les Chinois, en fait, selon l'histoire, sont allés, ils ont voyagé, puis sont allés, puisque, enfin, petit rappel pour les personnes qui sont là pour la première fois, la médecine ayurvédique est la médecine la plus ancienne. C'est le premier système de médecine qui a été donné à l'humanité. Donc, dans toutes les médecines qui suivent, qu'elles soient chinoises, tibétaines, aromathérapie, médecine moderne de nos jours, etc., on va retrouver les concepts de l'Ayurveda, mais on voit qu'après, ils ont été adaptés, transformés. Et les Chinois, effectivement, ont repris la théorie des éléments, sauf qu'ils ont changé un petit peu les éléments. Je ne suis pas une experte en médecine chinoise, mais je sais qu'on retrouve le bois, le métal dans la médecine chinoise, qui ne sont pas des éléments qui existent dans la médecine ayurvédique. Voilà. et la médecine classique occidentale, pas vraiment, hein. Alors là, on ne parle plus d'éléments du tout. D'ailleurs, pour revenir sur les 5 éléments, en fait, en sanskrit, on les appelle les pancha mahabhuta. Et c'est le terme sanskrit de 5 éléments. Alors, pancha en sanskrit, ça veut dire 5. Et mahabhuta, ça veut dire existant et non pas élément. Donc, la traduction réelle, vraiment, si on voulait être précis, c'est les 5 existants, ce qui veut vraiment illustrer ce que je disais avant. Sans ces 5 existants, on n'existe pas en réalité. Voilà. Vous pouvez les voir en principe sur le partage d'écran avec les noms en sanskrit et en français, justement, Pancha 5 et Mahabhuta, enfin je le prononce peut-être pas très bien, Oui, existant. très bien. Ah ouf, voilà. Je les ai mis du plus léger, subtil au plus dense, en fait, hein, au plus lourd, du plus léger au plus lourd dans l'ordre, sachant que je me suis trompée, la Terre arrive en dernier. D'accord. Ben là, voilà, donc là c'est bon. Ouais, sur le document qui est Voilà. là, la Terre arrive en dernier. Donc nous allons maintenant évoquer, toujours sous cet aspect théorique nous allons évoquer les 3 doshas, énergie vitale, force dynamique, qui sont un peu comme, les humeurs du corps. Donc Vata, Pitta, Kapha. Voilà, je vous lance ces 3 mots et Françoise, vous allez ces 3 mots qui résonnent bien, qui ont une jolie musique et vous allez nous en dire, davantage. Oui, alors j'essaie d'épingler la vidéo pour, mais c'est pas grave. Alors en fait, ces éléments, ces 5 éléments, on pourrait dire que c'est l'aspect structural de l'organisme, de notre organisme. Et après, pour simplifier, les anciens, les maîtres de l'Ayurveda, sont allés vers un deuxième concept qui est issu directement des 5 éléments et qui est le concept des 3 doshas, que Mathilde, tu as parfaitement résumé, Vata, Pitta, et Kapha. En fait, ces doshas, c'est une autre manière d'expliquer les cinq éléments. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, l'éther et l'air vont se grouper dans le corps pour donner le dosha vata. Le feu, avec un petit peu d'eau, va donner le dosha qu'on appelle pitta. Et l'eau et la terre va donner en fait le dosha kapha. Donc on pourrait dire que là, on passe plus à des éléments biofonctionnels, physiologiques à l'intérieur du corps. Voilà, c'est une autre manière d'expliquer les 5 éléments. On les regroupe sous 3 concepts qui s'appellent les 3 doshas, vata, pitta et kapha. Et alors donc, quelles sont les fonctions de ces doshas, sachant donc que l'on fonctionne comme l'univers et avec chacun un principe soit de mouvement, de transformation, de cohésion? Oui, Comment? alors en fait, alors de la même manière qu'on a les 5 éléments, on a aussi les 3 doshas pour exister, sinon on n'existe pas. Et de la même manière, on a un ou deux doshas qui vont être dominants chez chacun de nous et ça nous est donné, et c'est ce qu'on appelle notre fameuse constitution ayurvédique, c'est-à-dire on peut être constitué d'un dosha vata dominant ou pitta dominant ou double constitution vata pitta, etc. Et chaque dosha est responsable de fonctions très spécifiques dans le corps. À eux trois, ils gèrent toutes les fonctions du corps, qu'elles
soit le fonctionnement métabolique, tout ce qui est physique, la marche, les mouvements, etc. Mais tout ce qui est psychique, tout ce qui est métabolique, tout est géré par Vata, Pitta et Kapha. Alors effectivement, Vata, comme j'avais expliqué dans un ancien webinaire, qu'on fonctionnait à la même image que l'univers. En fait, on est un microcosme de ce qui nous entoure. Eh bien, effectivement, on a par exemple l'air. Chez nous, c'est le mouvement aussi à l'intérieur du corps, tous les mouvements, mouvement de la marche, mais aussi mouvement des cils quand ils battent, toutes sortes de mouvements du cœur quand il bat, etc. etc. Pitta, ce serait l'équivalent du principe de transformation qui, dans l'univers, est géré par le soleil. C'est lui qui envoie le feu, qui permet de transformer. Chez nous, c'est dosha, tout ce qui est transformation, métabolisme, digestion, mais aussi digestion des émotions, pas seulement digestion physique. Et puis kapha, qui est plus le principe de cohésion, qui, dans l'univers, est géré par la lune, l'aspect de l'inertie, en fait, la nuit, la lune, tout ce qui se calme, et ça, c'est l'aspect plutôt comparable à kapha dans le corps humain, et qui gérera la structure, la cohésion, la musculature, le squelette, les articulations, la force, etc. Voilà, un petit peu. Parfait, donc là nous avons posé les bases Oui, des 5 éléments des 3 doshas. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore ajouter des choses peut-être oui. Une chose très importante qui nous amène sûrement vers un des webinaires suivants, c'est ces doshas, en fait, Vata, Pitta et Kapha, ils habitent, il faut vraiment les imaginer comme des éléments qui habitent dans le corps, c'est leur maison, et ils habitent dans le tube digestif. On a, dans l'ordre, on a Vata qui est situé tout en bas au niveau du côlon, puis on a Pitta qui va être situé entre le nombril et l'estomac, et Kapha plus haut, au-dessus de l'estomac. Et donc, depuis le tube digestif, mais ça je l'avais déjà dit, je crois, il travaille en fait depuis là, et c'est pour ça que la médecine ayurvédique est tellement reliée à l'alimentation et à la digestion, parce que c'est là que tout se passe en fait. C'est de là qu'ils font leur travail. Si autre chose qui pourrait être important de rajouter, c'est que ces trois éléments, en fait, ils ont une tendance assez habituelle et naturelle à se déséquilibrer un petit peu, parce que forcément, ce n'est pas immuable, hein, la quantité d'air, la quantité de feu, selon ce qu'on mange, selon ce qu'on a fait. Mais le corps va toujours tendre à revenir vers l'équilibre pour chacun, de la bonne proportion d'éléments. Naturellement, si on écoute son corps et qu'on ne fait pas n'importe quoi, on a quand même une tendance naturelle à respecter la proportion, et c'est toute la prévention donnée par l'Ayurveda de respecter le taux d'éléments qui est propre à chacun. Mais naturellement, ils vont assez facilement se déséquilibrer, ce qui est la cause en fait qui entraîne les maladies. Voilà. Et une chose que nous avions également évoquée lors du premier webinaire, vous nous aviez dit que vous aviez de plus en plus de consultations de patients qui avaient des problèmes d'estomac, enfin qui avaient mal au ventre, enfin Par qui exemple. c'était oui, 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 mais et que c'était un petit peu le reflet du contexte un petit peu anxiogène actuel de la crise sanitaire et que tout se passe au niveau du. Alors, oui, c'est intéressant comme point, parce que plus on avance dans cette crise et dans les difficultés, plus on voit que les pathologies regroupent les trois doshas. En fait, elles deviennent plus compliquées. Il y a le côté, parce que Vata gère aussi tout ce qui est système nerveux, anxiété, stress, donc toutes les fonctions du système nerveux. Donc, Vata peut être déréglé en ce moment parce que les gens sont anxieux de la situation actuelle. Et puis, on a Pitta qui est déréglé parce que déjà, quand le stress est là, la digestion n'est pas bonne, ou les gens sont confinés, mangent mal, mangent n'importe quoi, mangent trop, grignotent, etc. Et puis on a le manque d'exercice bon, maintenant on commence à pouvoir bouger un peu plus, mais le manque d'exercice qui a déséquilibré aussi le dosha kapha. Donc on voit assez fréquemment des pathologies maintenant qui regroupent les trois doshas, ce qui rend plus compliqué la remise en ordre. Alors on vous laisse boire un petit peu d'eau, Goutte, oui. pas chaude ce soir. Et voilà, normalement, le principe de base, c'est l'eau chaude, mais, mais voilà, aujourd'hui, comme vous avez été au grand air, à la montagne, voilà, vous passez un petit peu à l'eau froide. Et alors, vous avez une gourde assez intéressante, Françoise. Alors oui, bon, en fait, c'est de l'eau tempérée. Elle n'est pas froide déjà, mais elle est tempérée. En fait, j'ai pris beaucoup de soleil en montagne, il fait vite très chaud, et j'avais vraiment pas envie d'eau chaude. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai pas pris d'eau chaude, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un espèce de brunch ce matin, un petit déjeuner tardif. Ensuite, je suis partie en montagne et j'ai pas vraiment fait de déjeuner. On va dîner tôt après tout à l'heure, donc j'ai pas de besoin d'eau chaude par rapport au fait que mon
mon estomac est vide en fait. Voilà. Donc c'est aussi une des raisons qui fait que l'eau chaude est moins nécessaire et puis ça tempère un petit peu. Mais c'est pas ce que je conseille de faire à tous ceux qui nous Non, regardent. mais c'est rassurant, c'est que voilà, tout est nuancé et c'est pas, trop catégorique, voilà, on s'adapte, selon l'endroit où l'on est et mais j'ai trouvé très intéressant votre gourde aussi qui Oui, est un alors ma peu petite gourde, oui, alors bon, il y en a qui la connaissent, je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et qui me suivent. Alors ça, c'est une gourde dont je ne me sépare jamais, qui purifie l'eau à 99,99999%. C'est vraiment prouvé, on teste à l'appui de tout ce qui est virus, bactéries, produits chimiques, métaux lourds dans l'eau. Et on peut remplir n'importe où, même dans un lac, un étang, une flaque d'eau. Ici en montagne, c'est très pratique parce que le trimballer, quand on part, on a besoin de beaucoup d'eau. Et au lieu d'emmener des tonnes de bouteilles d'eau, c'est pas toujours une eau de très bonne qualité. En fait, hier, j'ai rempli de la neige, tout simplement. Bon, la neige était assez propre, mais elle aurait aussi pu être souillée. Et je laisse fondre la neige ou je remplis un abreuvoir dans les stations et j'ai tout le temps de l'eau purifiée. Voilà, très pratique. et même en Inde, vous me disiez en Inde, Oui, l'eau peut être souillée et donc grâce à votre, voilà, vous ou sur les dans les voilà, toilettes d'autoroute, on veut tous c'est remplir ça. notre gourde, voilà. Donc c'était les petits, voilà, les on plante un petit peu le décor. Donc on est bon, Françoise, hein, pour les sur les 5 éléments et les 3 doshas? Oui, il y aurait Ou beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. Peut-être juste dire, euh, les doshas ont tendance, je disais, à se déséquilibrer. D'ailleurs, le mot dosha en sanskrit, c'est le mot dushya. Et dushya, ça veut dire qui se vicie, en fait, qui devient vicié. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que naturellement, il ne reste pas, hélas, immuablement en équilibre, sinon ce serait trop facile. Et donc, c'est tout l'art de la médecine ayurvédique de tout le temps les ramener à l'ordre. Alors, en général, quand on parle de dosha qui se déséquilibre, on parle d'augmentation. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va avoir trop d'air, donc des ballonnements par exemple, ou des gaz, ou du stress. On va avoir trop de feu, donc des brûlures, ou on va avoir trop de terre, trop d'eau, donc par exemple de l'œdème, de la rétention d'eau. On peut aussi avoir les doshas qui diminuent. On peut avoir un manque d'air ou un manque de feu ou un manque de sachant que c'est plus facile de rééquilibrer ce qui est à la baisse parce qu'il suffit de rajouter par l'alimentation ou les plantes ce qui manque et on évite à l'équilibre. Quand c'est en excès, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas aller faire une ponction d'air, de feu dans le corps. Donc, on doit passer par toute une thérapeutique plus subtile pour enlever ce qui est en excès. Quand c'est en diminution, c'est plus facile. Voilà, ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Françoise, je vois comme je faisais des partages d'éléments, je vois que on a déjà une question. On nous demande, Rémi demande où on peut se procurer ce genre de gourde, celle que vous nous avez montrée. Écoutez, moi, je les distribue à mon cabinet pour mes patients. Donc, il faut me contacter. Je pense qu'après, on va donner mon contact, mon mail, mon groupe Facebook. Moi, je peux parfaitement vous donner le lien pour commander les gourdes ou les envoyer. Je vous donnerai le lien pour commander, tout à fait. C'est très facile, on est livré en quelques jours. Puisqu'on parle 2 minutes de la gourde, le filtre dure à peu près presque une année. Évidemment, ça dépend. Si on est au fin fond de l'Afrique noire et qu'on met de l'eau ou de l'Inde et qu'on met de l'eau très souillée, le filtre va s'user plus vite. Mais autrement, on peut compter, je crois que c'est 250 litres d'eau de mémoire qu'on peut filtrer là-dedans. J'ai aussi des fiches techniques. Donc, ça dure assez longtemps et au bout d'une année, il suffit de. On peut tout filtrer sauf l'eau de mer, hein, pas de sel parce que ça va abîmer. Mais toute n'importe quelle eau douce, la plus sale possible. J'ai bu l'eau du lac de Genève dans la gourde comme démonstration et le lac de Genève est tout sauf très propre. Donc voilà. Ah, c'est étonnant pour la Ouais. suite. Non, J'irais imaginer. le lac de Genève n'est pas très propre. Hem, alors, comme, nous avions évoqué lors du webinaire précédent la routine saisonnière, ce mois de février, ça y est, on est déjà dans la deuxième quinzaine de février, nous approchons la jonction de saisons entre l'hiver et le printemps et en cette période de transition, il est important de commencer à préparer la saison suivante. Vous me disiez, par exemple, il faut que notre corps ait un peu chaud, conserver encore son manteau, fidèle à l'adage, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Enfin bref, ne pas se déshabiller trop vite. De la même façon qu'en automne, il ne faut pas sortir trop vite ses gros pulls de ses placards. Pourriez-vous même si on est encore en février, que ce sera plutôt pour mars-avril, nous donner quelques idées, enfin quelques conseils sur le réglage de printemps afin de mener au mieux cette transition. Oui, alors c'est vrai que l'Ayurveda insiste toujours beaucoup sur les transitions, sont très importantes. Bon, c'est vrai qu'en Inde, les saisons sont beaucoup
très marquées. Il y a 6 saisons qui sont très marquées. Par exemple, quand on passe vers la saison de la mousson ou de l'été qui est absolument torride, il y a des réglages très spécifiques. Mais d'une manière générale, l'Ayurveda insiste sur les changements de saison parce que si on passe bien le virage, en fait, on va en principe bien passer la saison. Donc, en effet, on conseille, même là en montagne, il commence à faire, par exemple ici, il a fait vraiment chaud aujourd'hui, en plaine, en bas, j'imagine aussi, mais c'est bien que le corps est un petit peu chaud parce qu'on va vers la saison chaude, donc on évite d'enlever tout de suite ses vêtements et on habitue le corps à gérer la chaleur. Si on, oui, en fait, c'est ça, si on l'habitue dès maintenant qu'il va avoir chaud, il apprend à gérer la chaleur, alors que si, c'est un peu comme l'éduquer. Et de la même manière, en automne, on le laisse avoir pas froid, mais on évite de le surcouvrir déjà dès le 15 septembre, au moins de coups de vent. Donc, on va transitionner tranquillement. Selon la météo, là, bah, c'est vrai que le corps, je pense que chacun le vit selon où vous vivez. Naturellement, si on écoute son corps, on a envie de changer un peu l'alimentation déjà. Mais mon conseil, ce serait de ne pas changer trop vite parce qu'on est quand même encore en hiver. On peut encore avoir des journées froides et on ne va pas trop tôt dans le printemps. Normalement, avant le 15 mars, on ne va pas dans les routines printanières en Ayurveda. Voilà, par rapport aux éléments. Oui, par exemple, la détox printanière, où on commence à voir dans les magasins des offres pour la sève de bouleau, par exemple, c'est un petit peu tôt, selon vous? Faut attendre encore Oui, un petit peu? moi je ne vais pas du tout vers les détox avant le 20 mars. Bah, c'est pour ça que le printemps est dans ces dates. Aujourd'hui, dans la station ici, on vendait les œufs de Pâques. Je veux dire, si on y va par là, on peut aussi. C'est un petit peu tôt. Mais si on revient aux 5 éléments, c'est simplement parce que quand on sort de l'hiver, en fait, on a les éléments kapha, donc la terre, l'eau, qui vont commencer à diminuer gentiment. Et puis la chaleur arrivant, gentiment, on a l'élément feu qui va commencer à devenir plus important. Donc, il y a tout un réglage qui se fait. Du coup, notre digestion est différente. Ce qu'on mange aussi, on va transitionner ces éléments. Vata va plus trop poser de problème parce qu'il n'y a plus trop de froid, ni d'air, ni de vent. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, on va commencer à régler Pitta. Ah ben voilà, d'autres slides qui arrivent. Dès qu'on arrive, on n'a pas parlé des organes, là, les organes d'essence. Je ne sais pas si on peut en parler. Si vous voulez, je propose qu'on réponde rapidement, on réponde bientôt aux questions des auditeurs. Là, je remettais en Oui, slide la théorie des 5 éléments, car une des lectrices disait, enfin une des participantes disait qu'elle n'avait pas vu le slide de la théorie des 5 éléments. J'étais passée vite aux trois autres, aux trois doshas. Donc, c'est pour ça que je les mets. Mais donc, donnez-nous encore une dernière information, puis ensuite on répond aux questions des participants. oui. Donc, on parle des organes. Alors, parlons des organes. Disons que chaque élément est relié à une fonction. Les organes d'essence sont très importants dans l'Ayurveda et le maintien des organes d'essence en bon état, c'est très très important. On en parlera peut-être dans un prochain webinaire. Donc là, effectivement, c'est affiché que l'élément espace va être relié à l'audition, au son, donc à ce qui se passe au niveau de l'oreille, puis l'air, la fonction du toucher, vous les avez écrits, le feu, la vision, l'eau, le goût. Avec l'eau, évidemment, le goût parce qu'on a la salive, la langue, et puis la terre, l'odeur de la terre, quand vous êtes en campagne, c'est flagrant, l'odorat. Alors pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que si on a un patient qui vient nous voir avec bah, tiens, c'est intéressant, dans le coronavirus, on sait que les personnes perdent le goût et l'odorat. Eh bien, selon l'Ayurveda, ce sont ces éléments-là qui sont perturbés si on fait une lecture ayurvédique du coronavirus. Et donc, on va aller vers des médicaments qui sont évidemment des plantes qui vont aller pour rééquilibrer en fonction des organes d'essence et des fonctions sensorielles qui sont touchées. Ça m'amène à dire que les médicaments en Ayurveda, qui sont donc des plantes médicinales, sont elles aussi faites de 5 éléments, bien sûr, puisque tout est fait de 5 éléments. Et donc, quand on traite, par exemple, un patient qui a trop de feu, on va évidemment lui donner des plantes, je raccourcis l'histoire, mais ce n'est pas un cours de médecine, mais on va lui donner des plantes qui vont, par exemple, avoir de l'eau pour aller éteindre non, parce que le terme n'est pas juste en Ayurveda, mais apaiser peut-être un feu trop important. Donc, on va choisir aussi parmi les plantes les éléments qui seront dans les plantes équilibrantes par rapport à l'élément qui sera en excès chez un patient. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'un patient qui vient en consultation, qui nous parle par exemple d'acouphène, qui est une pathologie qu'on retrouve très souvent dans nos consultations, on sait en regardant à quel niveau ça se passe, quel est en fait directement l'élément et donc le dosha impliqué. C'est assez intéressant de voir la lecture comme ça des pathologies.
Alors, en parlant des 5 éléments, il y avait une, question également hem, sur l'élémentaire. Alors attendez que je le remonte. Voilà, c'est Anne qui nous dit: «Je comprends bien l'espace, l'air, le feu et l'eau dans le corps, mais je ne comprends pas bien l'élémentaire». Voilà, l'élémentaire, ça fait un seul mot, enfin l'élément qui est la terre. Oui, Voilà. évidemment, il s'appelle terre, mais c'est pas de la terre végétale là qu'on a dehors. L'élémentaire, il faut l'entendre. Bah, effectivement, on comprend plus facilement qu'on a du feu et de l'eau dans le corps. Ce qu'on appelle l'élémentaire, c'est la matière, en fait, ce qui constitue notre matière. Ça peut être la consistance de nos muscles, c'est tout ce qui est matière. Donc, il faut l'entendre comme ça. Ça peut être les fibres, oui, les fibres musculaires est un bon exemple de ce qui fait partie de l'élémentaire, mais bien évidemment, mais c'est quand même issu de la terre, effectivement, mais c'est pas la terre au sens de celle qui est dans mon jardin, on est bien d'accord. C'est vrai que c'est plus compliqué à comprendre, je peux comprendre que c'est un peu plus subtil, mais ce sera la masse, la matière, donc quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui est obèse, en Ayurveda, on considère qu'il a trop de matière, quelqu'un qui fait un kyste, tout d'un coup, vous faites une boule à l'intérieur du corps, peu importe où, si possible bénin, c'est quand même mieux. Vous avez ce qu'on appelle un excès de masse. C'est une masse en fait, et ça c'est de la matière. Donc la terre c'est quelque chose qu'on peut prendre dans les mains en fait, hein. On peut le mesurer, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair, Écoutez, donc j'espère. une question de Anne, qui peut rebondir, si elle le souhaite. Alors je n'ai pas d'autres questions, pour l'heure sur le fil. Ah, si, 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 Marie nous pose une question. Ah voilà, ça y est, ça tombe. Voilà, les questions Regarde. tombent nombreuses. C'est formidable. Donc Marie nous demande, par rapport au sens, les douleurs et inflammations articulaires viennent de quel déséquilibre et comment rééquilibrer cela? Et donc plus spécifiquement des douleurs articulaires au niveau des os, des doigts et des orteils. Alors, en Ayurveda, c'est assez. Bon, évidemment, il faudrait creuser dans une consultation, un bilan, mais quand il y a douleur, on a pour habitude de raisonner que Vata est impliqué. Quand il y a Vata est déséquilibré, il y a douleur. Quand il y a inflammation, Pitta est impliqué. Donc, quand on a inflammation avec douleur, on sait déjà qu'on a ces deux doshas qui sont à régler. Après, pour l'Ayurveda, c'est pas très important que ça se situe au niveau des doigts, puisqu'on ne règle pas le symptôme, mais on traite la cause, on va toujours passer par le dosha. Après, bien sûr qu'il y a aussi des traitements locaux pour traiter les troubles articulaires, par exemple, des doigts. Mais d'une manière générale, c'est les doshas pour cette problématique-là, Vata et Kapha, qu'on va rééquilibrer. En même temps, je regardais mes notes là, de voir comment je pouvais un petit peu compléter ma réponse à Anne. Oui, essentiellement, c'est tout ce qui est matière dans le corps. Donc, je disais les muscles, les os, la graisse aussi, la matière, en fait, tout ce qui est mesurable, voilà, tout ce qui est lourd, tout ce qui est stable, tout ce qui est un volume, en fait, au niveau matière, c'est ça. Voilà. Alors, heu, Anne Marie sur, par rapport au sens, les douleurs et inflammations, nous dit que les traitements locaux ne sont pas, efficaces. Mais bon. Bah, pas seulement, non. Nous, en Ayurveda, on traite localement, c'est pas la façon dont on traite. Je dis que quand on est en cure d'Ayurveda, on va rééquilibrer, par exemple, les doshas, Vata, Pitta pour des douleurs articulaires, mais qu'en plus, le patient, il reçoit aussi des traitements antidouleurs quand vraiment il a des... Et c'est très efficace parce que, enfin, en tout cas en Inde, dans les cures, puisque j'ai vu des personnes, par exemple, arriver avec de l'arthrose, des personnes un peu âgées, avec des doigts qui sont absolument pas droits, qui commencent à se déformer, par exemple, avec de l'arthrose déformante. Et on voit très bien qu'après même une cure de 3 semaines, chez des personnes âgées, le doigt commence à être vraiment bien aligné. Donc, mais on ne traite pas que localement, bien entendu, c'est un ensemble de choses. Alors, on a une question de Verne, ça avait un nom de famille, j'imagine. Comment peut-on trouver de bons praticiens en Ayurveda? Eh bien, c'est un grand sujet parce qu'il y a, comme dans chaque domaine, il y a un peu de tout et de bien et de moins bien. Bah, déjà au feeling, bah, sur Internet, il y a une association qui s'appelle Ayurveda France qui, par région, vous donne des praticiens en Ayurveda. Euh, Moi, évidemment, je prêche pour ma paroisse. Pour moi, un bon praticien en Ayurveda, c'est aussi quelqu'un qui a mis les pieds, qui a étudié un moment en Inde, parce que je considère que sinon,
il peut manquer peut-être une compréhension globale. Maintenant, je respecte tout à fait mes collègues qui ne sont pas allés en Inde, mais il me semble quand même que voilà. Donc moi, je vous recommanderais, si vous allez sur le site Ayurveda France, de regarder un peu le cursus du thérapeute. Il y a beaucoup de thérapeutes en Ayurveda qui sont ce qu'on appelle des thérapeutes en traitement corporel, en massage ayurvédique, etc., mais qui ne sont pas des thérapeutes en médecine où ils font peut-être un peu de réglage alimentaire, mais voilà, c'est pas si courant que ça. Voilà, puis moi, je reste disponible, voilà, puisque je consulte aussi en visio, on peut me contacter aussi. Voilà, et vous aurez, on mettra le lien, vos liens, toutes les informations pratiques vous concernant seront partagées sur la page à la fin du webinaire ou même peut-être bien maintenant. Voilà, mais vous allez pouvoir les trouver facilement. Encore une question, cette fois-ci de Nikicha, qui demande: Bonsoir, est-ce que l'on peut considérer que cela est pareil pour la fibromyalgie? Fibromyalgie. Alors, c'est une grande question parce qu'on traite beaucoup de patients avec fibromyalgie. Il faut savoir qu'en Ayurveda, on n'a pas les diagnostics des maladies comme chez nous. On n'appellera pas une fibromyalgie en Ayurveda parce qu'on l'appelle autrement, elle a un autre nom. Elle est groupée sous les maladies liées à Vata, parce que c'est Vata au départ qui entraîne cette pathologie. Mais souvent, elle est liée aussi à des inflammations, à des douleurs. Donc, effectivement, on s'intéresse à rééquilibrer, à traiter essentiellement Vata et Pitta. La grande spécificité de l'Ayurveda, c'est qu'il n'y a pas de, je l'avais déjà dit, mais c'est important de le répéter, il n'y a pas de séparation entre le corps et le mental. Donc, quand on va agir, parce qu'on sait qu'en dans la fibromyalgie, il y a aussi un gros travail à faire au niveau du stress, parce que les patients souffrent, donc ils se mettent dans le stress, c'est un peu un cercle vicieux. Et puis au niveau émotionnel aussi, donc quand on traite au niveau du corps en fibromyalgie, on aura aussi un impact au niveau du mental, et Vata est très important au niveau du système nerveux. Donc voilà, c'est un traitement global, mais essentiellement pour faire court, on traitera avec Vata et Pitta. Voilà. Alors, on va et vient entre les questions. Marion, on rebondit sur la question sur les thérapeutes précédentes. Pour devenir thérapeute, quelle formation conseillez-vous, Françoise? Alors, en ce moment, c'est compliqué parce que les formations sont en ligne, elles n'ont pas vraiment lieu en présentiel. Il y a quelques très bonnes écoles à Paris, par exemple. J'en connais pas tellement en France parce que moi, j'ai étudié en Inde. Donc, moi, je conseille évidemment de se former en Inde parce que je parle pour ce que j'ai fait et je trouve que la dimension et l'enseignement est tellement plus profond en Inde que si on peut partir en Inde, il faut parler anglais, évidemment. Si on ne parle pas anglais, il faut, il faut d'abord parler anglais et se former en Europe. Mais sinon, on peut commencer par une formation en ligne actuellement, même si ça sera assez limité au bout du compte, mais ça permet de rentrer quand même dans le sujet. Et puis après, il faudrait faire une première école si on ne peut pas aller directement en Inde, peut-être il doit y en avoir certainement à Lyon, à Paris en tout cas. Et si on peut assez vite partir en Inde, il y a des cours de 1 mois, de 3 mois, de 5 ans comme moi. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut faire. D'accord. Vous avez Oui, passé 5 années. D'accord. voilà, mais on peut très bien trouver des cours en 3 mois très complets en Inde. C'est intensif, hein, c'est du matin au soir, voilà. Mais on peut aller graduellement si on n'est pas très sûr de foncer direct en Inde tout de suite. De toute façon, en ce moment, on ne peut pas y aller. Donc voilà. En ce moment, il n'y a guère que les cours en ligne qui sont possibles. Voilà. Alors, on a une question de Verne, toujours, qui nous demande comment peut-on traiter l'œdème, la prise de poids rapide. Et Marion vous remercie, hein. Marion et Anne vous disent merci. Voilà, tout le monde est très satisfait de vos réponses. Donc, Verne, comment peut-on traiter l'œdème, prise de poids rapide? Oui, alors je vais répondre. Par rapport aux personnes qui cherchent des formations, elles peuvent aussi me contacter en privé, hein, bien sûr, pour avoir des noms et commencer peut-être à s'orienter. Voilà. Alors, si on revient aux 5 éléments, tout le monde a compris que l'œdème est lié à l'élément eau qui est perturbé. Et donc, l'Ayurveda va en fait s'intéresser à comprendre pourquoi le canal, parce qu'on a des canaux dans le corps qui véhiculent le sang, la lymphe, l'eau, etc. Et à vérifier pourquoi le traitement de l'eau dans le corps est perturbé. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que ça vient de est-ce qu'il y a une cause génétique ou est-ce que c'est lié à l'alimentation, à l'hygiène de vie ou un dysfonctionnement qui fait que le traitement de l'élément eau est dysfonctionnel. Donc, voilà, on va s'intéresser à rééquilibrer cet élément eau essentiellement. Mais je dis ça, c'est isolé du contexte parce qu'en fait, c'est une médecine globale. On ne va pas traiter que l'eau, hein, mais
évidemment qu'il y a un problème d'eau à ce niveau-là à traiter. Donc du dosha kapha en tout cas. Et Oui. d'ailleurs, le dosha kapha, c'est celui qui est impliqué toujours quand il y a prise de poids, hein, toujours. Pas que, hein, puisque souvent, malheureusement, on a souvent 2 voire 3 doshas impliqués, mais on peut toujours savoir que quand il y a prise de poids, rétention d'eau, œdème, le kapha est de toute façon pas en équilibre, ça c'est sûr. Très bien. Alors, je voulais mentionner, comme ce webinaire vous est proposé par Mathestis, nous avions regardé avec Françoise des quelques produits à recommander en ce moment. Donc, il y a, je vous mets là le curcuma, hein, on en avait déjà parlé beaucoup lors du webinaire précédent. Donc cette belle épice à la couleur du soleil, qui nous manque, enfin non, qui est quand même un peu plus présent, en cette fin de février et qui est donc proposé chez Natessis, une boîte de gélules de curcuma 95 bio qui utilise de la racine mère de curcuma avec un ajout raisonné d'extrait de poivre noir et du son de riz bio pour seul additif. Et pour amorcer la détox du foie, même si c'est pas encore, c'est pas avant mars-avril, il y a 2 produits qui sont la spiruline et chlorella bio. Donc je vous les mets. Non, bah là, on est sur la chlorella bio, toute seule, qui a des propriétés très intéressantes pour la digestion, les défenses naturelles et la détox en métaux lourds. Et il y a aussi la spiruline et chlorella bio, pardon, les deux éléments associés qui a, elles, pour propriété la digestion, les défenses naturelles, non, pardon, l'énergie et la vitalité, les défenses naturelles et une détox douce. Alors, je vais supprimer, enfin, je vous remontre ce partage d'écran que je vais ensuite refaire disparaître, car lorsque je vous partage avec vous ces éléments, je ne peux plus voir les questions que vous Alors me posez. peut-être, puisqu'on parlait de douleur articulaire, c'est important de redire que le curcuma est hautement anti-inflammatoire. Donc, on a vraiment des personnes qui ont des résultats importants avec la consommation régulière de curcuma. Et on sait à quel point il est important pour l'immunité. Donc, il faut continuer tant que le Covid nous envahit encore de consommer, si possible, du curcuma. D'accord. Et vous vouliez acheter des choses sur la chlorella bio et le mix spiruline et chlorella bio? Vous voyez des Bah, choses qui ressemblent? c'est parce qu'on parlait de détox au printemps, on aime bien nettoyer son organisme après l'hiver, les excès de l'hiver, etc. Puis la chlorella, une fois par année, de faire un nettoyage, c'est intéressant, c'est une substance intéressante au niveau détox, même si on ne l'utilise pas spécifiquement en Ayurveda, elle est intéressante. Donc, je ne cesse de partager avec vous. Alors voilà, effectivement, on a des petites questions. Euh, dans la partie questions-réponses. Hop. Oui, je vois une question. Pardonnez-moi. Comment comprendre que je ne supporte pas? Il y a une personne qui demande qu'elle a des brûlures d'estomac et de la digestion avec le curcuma. Alors, en effet, le curcuma est ce qu'on appelle une épice réchauffant. Donc, il a un effet réchauffant. Il peut, alors, ça, comment dire, je vais faire une réponse simple. Si on a des brûlures avec le curcuma, en réalité, c'est parce qu'on a le dosha pitta et l'élément feu qui n'est pas en équilibre. Et donc, avant de prendre du curcuma, alors c'est une bonne chose quand on écoute son corps en Ayurveda. Si ça brûle quand on prend du curcuma, c'est qu'on ne peut pas le supporter actuellement, donc il ne faut pas le prendre. Mais c'est là que ça devient intéressant si un praticien ayurvédique peut régler qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac qui fait que en fait, le tube digestif n'arrive pas à supporter une substance réchauffante. Parce que voilà, c'est ça. Donc d'abord, alors par exemple, une autre plante intéressante en Ayurveda qui est l'aloe vera, dont on ne parle pas spécialement ce soir, mais l'aloe vera pourrait être une très bonne thérapie en principe pour les personnes qui ont trop de feu ou ça chauffe trop. Et ça peut être intéressant de faire, c'est un exemple, mais il faudrait voir en détail, on peut refroidir, on va dire, le tuyau pour pouvoir après supporter quelque chose de réchauffant. Mais on n'est pas tous égaux, je ne connais pas la personne qui pose la question, c'est une personne à par constitution beaucoup de feu.
c'est sûr que sa marge de tolérance aux épices et aux plantes réchauffantes sera moins importante que quelqu'un qui, moi j'ai assez peu de feu dans ma constitution, je peux prendre énormément de curcuma et de poivre, il va rien m'arriver. Donc voilà. Mais normalement, tout le monde doit pouvoir supporter le curcuma à des doses différentes, hein. Si on a beaucoup de feu, on en prendra moins. Si on a peu de feu, on peut en prendre plus. Mais il faut le régler d'abord. Il ne faut pas le prendre si ça brûle, en effet. Ça peut être le poivre, hein, qui brûle. Souvent, le curcuma est associé au poivre. Ça peut être le poivre qui brûle aussi. Et du coup, on a une question de Rémi, enfin une remarque qui dit qu'il utilise beaucoup le curcuma en cuisine, donc pas forcément en gélule, et ça fait l'affaire aussi. Oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin de forcément. Mais après, des personnes qui n'aiment pas le goût ou qui en mettent pas assez, parce qu'il faut voir qu'en Inde, quand on met des épices dans la cuisine, on en met beaucoup. Et si on en met beaucoup chez nous, ça donne tout de suite des plats avec d'autres saveurs, d'autres goûts. Je suis désolée, la nuit qui tombe un peu dans le chalet, là, mais ça me voit encore. Au contraire, Euh, non. ça fait... Et donc, la quantité d'épices qu'on mange en Inde, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange ici. Donc, souvent, c'est important de le prendre en complément parce qu'on n'arrivera jamais, nous, à manger autant de curcuma. On n'est pas des Indiens et on n'arrivera jamais à manger autant de curcuma ou de coriandre, par exemple. En Inde, c'est un bouquet de coriandre par plat. Donc, chez nous, on en est loin. Quand on saupoudre un peu notre plat de coriandre, on dit qu'on a mis de la coriandre. En réalité, le principe actif de la coriandre, on l'a pas mis, hein. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de compléter. Alors, on a des autres questions qui ne sont pas sur le même fil que nous étions en train de regarder, qui viennent d'un autre. Il y en a trois. Donc, il y a Marie qui demande. Ah non, ça, Marie, on l'avait. Avon qui demande bonsoir, existe-t-il des centres de cure en France? Merci. Comme on parle beaucoup de l'Inde, est-ce qu'il existe des centres de cure ayurvédiques en France, Françoise? Alors, moi, j'en connais pas vraiment des centres de cure. Il y a des endroits qui font un peu des semaines ou des week-ends un peu détox, mais autant dire, c'est sympathique, hein, ça permet de faire un peu d'Ayurveda, mais ça n'aura absolument rien à voir. J'appellerais pas ça un centre de cure tel qu'on l'entend, nous, en cure ayurvédique en Inde, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens techniques, on n'a pas les médicaments, on n'a pas les plantes, on n'a pas l'infrastructure. Mais il y a des endroits, honnêtement, je ne suis pas une spécialiste de ça, parce que moi, pour moi, les cures la cure ayurvédique, ça se fait en Inde essentiellement, mais je sais qu'il y a des endroits qui je pourrais regarder où on peut faire des petits séjours sympathiques, on fait du yoga, on fait une petite détox et c'est très bien. Après, moi, j'ai un collègue, je le dis parce que voilà, je sais que j'ai un collègue près de Genève, il est en France, hein, mais à Divonne-les-Bains, qui fait d'excellentes cures à son cabinet parce qu'il s'est formé en Inde, lui, et je trouve qu'il travaille au plus près de ce qu'on peut faire en Inde. À son cabinet. Donc, j'ai eu des patients qui s'installaient à Divonne-les-Bains, qui ont loué un petit gîte pendant une semaine ou 10 jours et qui ont fait un traitement assez approfondi avec lui. Donc, si vous avez envie de connaître ses coordonnées, vous me contactez, je vous orienterai vers lui. Voilà. Parce que moi, je ne le fais pas à Genève, je n'ai pas l'infrastructure. Oui, vous le faites en Inde et on n'est pas Voilà. allé pour l'instant. Voilà, c'est un centre de yoga et un centre ayurvédique. Fred nous demande, concernant les maladies de peau type dermite ou psoriasis, quels doshas sont en jeu et quels traitements préconisez-vous? Ouh, grande question. Oui, Alors, il faut savoir que en Ayurveda, les maladies sont répertoriées, par exemple, peu sévères, sévères, qu'on peut équilibrer, qu'on peut guérir. Il y a des critères comme ça selon la maladie. Les maladies de peau, c'est un petit peu la même chose comme en médecine moderne chez nous. C'est des maladies qui sont compliquées à traiter parce que la plupart du temps, les trois doshas sont impliqués, plus l'hygiène alimentaire, mais Vata, Pitta, Kapha sont impliqués. On a des traitements ici en France qui sont possibles de faire avec une consultation. Honnêtement dit, moi, quand j'ai des problèmes comme ça, quand les gens peuvent aller en Inde, honnêtement, je les envoie là-bas parce que rien à voir. Et sinon, je fais venir les médicaments de l'Inde. On fait une consultation en visio avec le médecin en Inde et je fais venir les traitements parce qu'ici, on sera très limité en fait, hein. Donc, mais il faut passer par une consultation. J'en profite quand même pour dire que dans le cas d'une cure ayurvédique, alors je vais faire peur à tout le monde, mais une cure ayurvédique, c'est pas toujours. On pourra faire un webinaire une fois sur la cure ayurvédique. C'est pas des vacances au Club Med spa détente, hein. Il y a des journées de traitement qui sont très très difficiles, notamment quand on fait une purge pour nettoyer le tube digestif. Et il y a un traitement qui consiste à faire ce qu'on appelle un vomissement thérapeutique. Donc on fait vomir le patient et
il faut savoir qu'une session en général de ce traitement guérit un psoriasis sévère chronique. Je l'ai vu plusieurs fois de mes yeux, donc je le dis, y compris ma fille, une de mes filles qui avait c'était un eczéma de toute petite et elle a été quasiment guérie après une session. Mais ça, c'est obligatoire en Inde, on ne peut pas faire ça chez nous. Donc voilà, mais c'est un des types de traitements possibles. Voilà. Non, avant, pardon, avant une autre, vous remercie, hein, c'est sympathique. Merci à vous de nous mettre des messages. Voilà, tout le monde est satisfait de vos. Et on a, on a aussi une remarque très sympathique de Verne, non, de Isabelle, qui nous demande s'il est possible d'avoir les deux autres webinaires, car elle trouve ça très sympathique et très ouvert. Donc, merci Isabelle pour votre compliment. Et effectivement, on peut télécharger les deux webinaires précédents et ça va être mis sur la page. Les liens vont être indiqués sur la page pour pouvoir les télécharger. Sachant que donc, le premier webinaire concernait la détox, c'était avant les fêtes, mais bon, détox avant les fêtes, détox printanière. Et le deuxième concernait les routines saisonnières, enfin les rituels. Non, c'est pas ça, c'est les rituels saisonniers. Françoise, quel est le terme exact? La routine, La routine c'est saisonnière, c'est bien la ça, voilà, routine. la routine saisonnière. Très bien. Alors, on a encore pas mal de questions, on leur tourne, donc on va essayer d'y répondre le plus rapidement Bah, possible. je reviens en arrière, je connais Virginie d'ailleurs. Bonsoir Virginie, elle a posé une question sur, ça va intéresser beaucoup de monde, je pense. Est-ce qu'il faut avoir une hygiène de vie irréprochable pour avoir des résultats en Ayurveda? Bah, écoutez, si vous faites de l'Ayurveda et que vous faites n'importe quoi à côté, vous n'aurez pas, effectivement, ça c'est comme pour tout, vous n'aurez pas des résultats irréprochables, non. Moi, je suis la première à ne pas avoir une hygiène de vie irréprochable. J'adore le chocolat et plein d'autres choses. Sachant que l'Ayurveda donne, je vais donner une réponse ayurvédique qui sera très intéressante. L'Ayurveda dit que si vous mangez, par exemple, de la cochonnerie depuis toujours, mais que ça vous convient très bien, continuez de manger de la cochonnerie. Vous voyez ce que je veux dire parce que ça veut dire que vous la digérez très bien. Alors, vous avez sûrement des carences en certaines vitamines et autres, mais si vous allez bien, on ne vous dira pas forcément de changer. Donc, c'est aussi un concept ayurvédique parce que ce n'est pas ce qu'on mange qui est important en ayurveda, c'est comment on digère. Donc, vous pouvez manger super bio, végétarien, et j'ai des patients comme ça qui viennent et qui sont étonnés d'aller tellement mal parce que simplement le 100% végétarien ou les légumes qu'ils ont choisis ne sont pas ceux qu'ils doivent manger. Et donc, forcément, s'ils mangent des légumes qui donnent plein de ballonnements et plein de gaz, ils ont beau manger vert, bio, et ils n'iront pas forcément bien pour autant. Donc, irréprochable, non. Aussi parce qu'il faut laisser le corps gérer les excès on n'est pas du tout dans une médecine qui empêche le corps de savoir gérer n'importe quel écart, parce que si on fait ça, effectivement, il ne sait plus gérer. En revanche, Virginie, les plats cuisinés tout près, non, ça, c'est pas un concept ayurvédique. On mange des aliments frais à chaque repas. On ne mange pas de plats cuisinés plein d'additifs, plein de sucre rajouté. Donc, ça, c'est pas ayurvédique. Voilà. Donc, si on peut entendre ayurvédique, entendons-le par produits frais adaptés à ce qu'on a besoin, on sera déjà bien. Alors je vois, hein, je vous disais pour les infos, pour les liens, pour le revoir en replay de précédents webinaires, on continue à avoir un problème technique sur la page Facebook qui n'est pas accessible pour l'instant, mais qui le sera très prochainement. Donc il faut suivre, voilà, il faut guetter les infos sur la page Facebook de Natessis et vous aurez alors tous les autres éléments. Et sinon, il y a aussi la chaîne YouTube de Natessis qui fonctionne, sur lesquels vous avez toutes ces infos. Donc, les contacts de Françoise, les liens pour les webinaires précédents, les informations techniques sur les produits Natessis. Voilà. Peut-être, c'est difficile de répondre aux questions sur des pathologies précises parce qu'évidemment, en consultation, on pourrait aller beaucoup plus loin. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Si, prenons-le, bien sûr. Peut-être cette question, elle est importante. Une personne qui parle de sa fille avec un Oui, cancer. d'accord. Oui. Non, mais on va parler on a deux ou trois questions. On va réussir à les. On a commencé avec un petit peu de retard en raison des problèmes techniques. On va prendre quelques minutes de plus, pas de problème. Bah là, par exemple, ça pourrait être intéressant, mais là encore, toutes ces pathologies Je vais, les- importantes. je vais lire la question du Oui, coup, hein, oui, parce que les peut-être. auditeurs, Oui, les auditeurs ou les participants, voilà. Ma fille a subi une ablation de la thyroïde en raison d'un cancer. Des cellules cancéreuses étant présentes, elle a subi deux autres interventions. Les analyses présentent toujours des anomalies. Elle est donc toujours suivie. Que conseillez-vous? Donc Dominique nous pose cette question.
Oui, alors on a en Inde, enfin en tout cas au centre, on traite, même ici, hein, avec le médecin en Inde, on a fait récemment des visios avec des problématiques liées au cancer. En fait, on va traiter, c'est de nouveau, on va traiter, on va voir qu'est-ce qu'il en est des résultats au niveau des anomalies, comment est-ce qu'on peut stopper l'évolution déjà, régresser les symptômes, et puis travailler sur les terrains de nouveau. Pitta est toujours impliqué quand il y a un cancer en tout cas. Donc, on va nettoyer le terrain. Il y a des très, très bons médicaments ayurvédiques au niveau des plantes, mais ça, il faut passer par une consultation et avec l'Inde, même pas avec moi, parce qu'on n'aura pas les traitements ici. Mais ça, c'est typiquement des cas où c'est intéressant d'aller là-bas pour faire. Il y a des gens qui sont, quand c'était ouvert l'Inde, qui allaient régulièrement pour des cancers. Il y a eu même eu des films là-dessus avec des très, très bons traitements sur le cancer. Pardon. Si, en Ayurveda, le cancer, s'il est pris très au début, on peut faire que de l'Ayurveda depuis le début. Si c'est des cancers avec métastase ou autre, souvent le médecin indien va d'abord recommander une chimiothérapie pour contenir la maladie et ensuite on va passer à l'Ayurveda pour traiter le fond. Donc, mais il faut passer par ce type de consultation. J'ai vu Alors, une question. il nous reste une question, en fait, finalement, hein. On aura répondu à quasiment à toutes les questions, qui est de Manon, qui demande quel traitement conseillez-vous pour les orgelets chroniques? Alors, tout ce qui est, donc, encore une fois, c'est vraiment important de comprendre que la médecine ayurvédique n'est jamais une médecine symptomatique. Donc, on pourrait poser toutes les questions du monde sur toutes les problématiques du monde et la réponse sera toujours la même. On revient toujours au dosha et aux 5 éléments. Ceci dit, là, il faut travailler sur l'immunité, voir pourquoi cet orgelet revient tout le temps. Il y a bien quelque chose à traiter au niveau du fond du problème pour éviter qu'il revienne. Mais localement, il y a des traitements intéressants de nettoyage de l'œil avec des préparations assez simples qu'on peut faire chez soi avec des poudres ayurvédiques. On peut faire ce qu'on appelle des bains d'œil, déjà quand l'orgelet est là, mais ça n'empêche pas qu'il faut traiter le fond du problème pour qu'il évite de revenir. Il faut essayer de voir dans l'hygiène de vie de Manon ou quel est le dosha qui est perturbé, qui fait que l'immunité n'est pas là et que l'orgelet revient tout le temps. Il y a bien une raison quelque part. C'est comme ça qu'on va le traiter. Voilà. En parlant des yeux, Fabienne demande un conseil pour la sécheresse des yeux. Alors, on a les gouttes ayurvédiques font partie de l'hygiène de vie quotidienne en Ayurveda. Il y a des gouttes, moi j'en mets tous les jours, ce sont des gouttes ayurvédiques qui vont entretenir l'humidité de l'œil. La sécheresse des yeux, c'est lié, ça peut être lié à Vata qui est trop élevé, qui crée de la sécheresse. Quand il y a trop de Vata, il y a de la sécheresse, donc ça peut se manifester au niveau de l'œil. Mais une autre cause peut être aussi euh, le feu qui est trop fort. Et là, je rentre un peu dans la médecine, mais kapha, c'est l'onctuosité, en fait. C'est tout ce qui est un peu la graisse, le mot est pas joli, mais tout ce qui est onctueux est lié à kapha. Donc, si on manque de, vous savez, ces petites sécrétions qu'on a le matin dans les yeux, quand on se lève, souvent, on a besoin de nettoyer le coin des yeux. Ça, c'est le kapha local des yeux qui est juste, hein, il faut en avoir. Et si le feu est trop haut, il va faire fondre, en fait, ce kapha, il n'y en aura pas assez. Donc, il faut voir à quoi est due la sécheresse pour équilibrer ça. Donc, ça peut être l'âge aussi, puisque Vata augmente avec l'âge. Ça peut être l'écran qui fatigue. Ça peut être plein de raisons. Mais en hygiène de vie ayurvédique, tous les jours, normalement, il y a un traitement qui consiste à mettre des gouttes ayurvédiques dans les yeux. Voilà. Et alors, encore une question que j'avais oubliée, occultée. Faut-il se préparer avant de recevoir des soins ayurvédiques? Alors, ça dépend quels soins. Hein. Si c'est, il faut se préparer psychologiquement. Non, je dis ça. Si on va faire une cure en Inde, oui, c'est important d'être préparé, qu'on va vivre une expérience hors du commun, parce que si on y va sans s'ouvrir et se livrer à une expérience surprenante, on risque d'être un peu dérouté. Mais après, pour prendre des médicaments, juste se préparer au fait qu'ils sont souvent pas très bons. Notamment ceux que je fais venir d'Inde sont des poudres, des comprimés qui sont très gros, donc c'est juste pas très bon. Mais autrement, non, on n'a pas besoin d'une préparation particulière. Si on part faire une cure en Inde, c'est bien de manger un peu plus végétarien avant de partir, puisque là-bas, on va être 100% végétarien pendant la cure. C'est bien d'habituer l'organisme un petit peu avant, pour que la transition soit pas trop violente. Aussi de diminuer tout ce qui est addictif, comme les cafés, les choses comme ça, qui font que les gens, les premiers temps en Inde, ils ont souvent des maux de tête dus au sevrage, mais sinon,
non. La meilleure préparation, c'est l'ouverture et la confiance dans cette médecine magnifique. Si on est dans cet état d'esprit, accueillir les plantes et les laisser travailler à l'intérieur du corps et de l'esprit, c'est comme ça qu'on doit se préparer, recevoir en fait, c'est ça la meilleure préparation. Ah, on a encore 2 questions et après on arrête, parce qu'il est déjà 18h34. Fabienne demande, par rapport aux gouttes, est-ce que vous pouvez conseiller des gouttes spécifiques pour les gouttes à mettre dans les yeux? Je pourrais, mais vous ne les trouverez pas dans le commerce. Donc, contactez-moi et je vous indiquerai comment les obtenir parce que vous ne les trouverez pas. Donc, même si je donnais le nom, là, c'est des choses qu'on a, nous, dans les cabinets, mais qui sont pas dans le commerce comme ça. Et du coup, on nous dit, le port du masque est associé aux écrans provoque les sécheresses de l'œil. Oui, On en aussi. parle dans les revues médicales, oui, donc vous confirmez effectivement que ça accentue encore, voilà, cette sécheresse. Et peut-être une chose que j'ai pas dit, vu que je suis également enseignante de yoga, le yoga des yeux est une thérapie qui est très intéressante pour entretenir l'humidification suffisante de l'œil. Donc voilà, si vous trouvez un enseignant de yoga ou même sur, je pense que sur Internet, on trouve aujourd'hui des exercices du yoga des yeux, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que l'Ayurveda préconise l'équilibre dans toute chose. Donc on ne fait pas des heures et des heures d'écran en Ayurveda jusqu'à arriver à avoir les yeux complètement fatigués, explosés. C'est pas une attitude ayurvédique. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que si on est en télétravail 12 heures par jour, c'est compliqué, mais ça, c'est l'Occident. C'est bien justement le problème des cultures où on n'est pas ici dans l'écoute et du corps et dans l'équilibre en fait. Et dernière question, donc merci pour toutes ces réponses, Françoise. Marie, pour les engelures à répétition l'hiver, dans la continuité de l'orgelée, dit-elle. Les engelures, oui, alors tout dépend ce que l'appelle les engelures. Je ne sais pas si c'est la maladie de... C'est pas sur notre fil commun de questions, c'est une Ah, question qui nous arrive par un autre fil. Voilà, donc c'est à les engelures. l'extrémité des doigts qui devient... Il y a la maladie de Raynaud qui est une des pathologies possibles, ou il y a simplement les crevasses, ou je ne sais pas exactement de quoi parle cette personne. Mais c'est lié certainement à la circulation, hein, donc Pitta qui règle la circulation. Il faudrait voir aussi. Hein. Ah, les doigts qui font des boules rouges douloureuses. Oui, alors c'est circula... Pas une UNRO, mais pas une NO. Pardon, oui, voilà, qui font des boules rouges douloureuses. Ouais. Ouais, alors il faut travailler sur la circulation, effectivement. Il y a sûrement des huiles à masser, il faudrait que je vois un petit peu plus précisément, mais je pense que ça me paraît pas très compliqué. Mais je ne m'avance pas trop parce que je ne sais pas ce qu'il y a Ah, derrière. bah, écoutez, Marie, On vous sait, avez on raison, sait ça jamais. pas compliqué. On sait jamais. Très bien. Bah, écoutez, il est 18h37. Normalement, voilà, c'est un webinaire qui dure de 17h30 à 18h30, mais nous avons démarré un petit peu en retard avec malheureusement ce petit problème technique, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, donc, voilà. Donc, pour l'instant, la page Facebook a des problèmes techniques, mais n'hésitez pas à la liker, à liker la page Facebook de Natessis, celle de Françoise Barrios, de regarder donc les liens d'essayer d'y trouver les liens que l'on va partager avec vous de tout ce que l'on a évoqué, enfin pour surtout entrer en contact avec Françoise Barrios pour lui poser des questions. Et n'hésitez pas non plus à demander à recevoir la newsletter Natessis pour continuer à bénéficier des prochaines annonces de webinaires. Le prochain rendez-vous ne sera pas en mars exceptionnellement, mais Françoise est en formation. Ce sera donc en avril, le troisième mercredi du mois, comme toujours. Normalement, on va rester sur cette régularité d'un webinaire chaque troisième mercredi du mois à 17h30. Donc, pour le prochain, notez le 21 avril dans vos tablettes et le site, Natessis communiquera en temps et en heure sur la thématique que nous choisirons. Donc Françoise, un dernier mot pour saluer tous nos participants qui ont posé des questions très intéressantes. Oui, alors heureusement que j'ai un bon parcours dans ma formation, sinon j'aurais même des cols parfois, c'est des questions très techniques. Merci à vous pour cet intérêt que vous portez à cette magnifique médecine, c'est toujours un plaisir de partager. Donc je pense que vous partagez mes liens, peut-être Mathilde ou Margot, je ne sais pas qui, voilà, je peux envoyer, voilà, j'ai un email, on peut me contacter, je vous envoie là mon groupe Facebook, qui est un groupe public, vous pouvez aussi me contacter, La Voix de l'Ayurveda, qui est mon groupe public Facebook, vous pouvez me contacter, ou sur ma page personnelle, Françoise Barrios, page Facebook, vous me trouvez aussi, puis je pourrai continuer de répondre
à vos demandes. Si vous êtes aussi nombreux à avoir autant de demandes, un tout petit peu de patience. Je réponds toujours, hein, pas forcément dans l'heure qui vient, mais je réponds toujours à vos questions. Et puis pour les personnes qui ont vraiment des problématiques sur lesquelles je peux aider, ben, voilà, je consulte effectivement en visio et souvent samedi prochain, on a 5 consultations en ligne avec le médecin en Inde et on fait venir les médicaments. Ça fonctionne très très bien. Après, je peux suivre les traitements. Donc si vous avez vraiment des grosses problématiques et que vous vous en sortez pas, n'hésitez pas, c'est le but de vous aider. Voilà, ben, je vous remercie. Merci Mathilde. Merci Merci. Natessis pour l'organisation et très bonne soirée à tout le monde. Voilà, merci Françoise, merci Natessis pour l'organisation et donc à dans 2 mois. Voilà. Et donc, guettez la page et la chaîne YouTube et la page Facebook de Natessis sur lequel vous trouverez toutes les informations, peut-être pas à la minute présente, mais très vite, très rapidement. Voilà, les problèmes seront sans doute très rapidement fixés. Merci à vous. Et François, c'est très agréable. Nous avons beaucoup de messages où l'on Merci. dit merci, c'était intéressant, bonne soirée. Donc, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.